Je parlerai ici, non point de technologie en fait, mais de ce qui est en amont de la technologie, ce qui nous donne une idée de ce que seront les technologies de demain, c'est-à-dire la recherche dite fondamentale. J'aime pas beaucoup ce terme, on me qualifie quelquefois de fondamentaliste, mais disons que la recherche des mécanismes, des fonctionnements pour notre domaine biologique et biomédical, du fonctionnement de nos cellules, de nos organes et nos organismes. Je ne parlerai pas non plus d'éthique de la pratique scientifique, ça serait un sujet en soi indépendant, ce n'est pas le mien. Les pratiques scientifiques doivent évidemment se soumettre à certaines règles morales. Par exemple, le fait de ne pas truquer les résultats pour des convenances personnelles ou des choix du sujet du matériel d'étude, tous les problèmes que la loi de bioéthique a considérés sur l'usage du matériel humain, notamment. Bon, toutes ces questions sont des questions qui relèvent d'aspects réglementaires, d'aspects légaux, et qui peuvent être, je pense, raisonnablement contrôlés actuellement. Par contre, il y a un point le point principal sur lequel je voudrais intervenir, c'est celui de la manière dont la connaissance scientifique est transmise à la société, aux citoyens, aux médecins et aux patients particulièrement. Et on se perçoit en fait que ce qui devrait être un flux continu d'informations se fait en fait d'une manière complètement irrégulière, saccadée, avec de temps en temps et de plus en plus souvent en fait des gros problèmes. Exemple, si vous voulez, les cellules souches qui ont été découvertes récemment par les scientifiques et précisées quelque peu dans leur fonctionnement, je dis quelque peu parce que c'est encore très rudimentaire, ont déjà donné naissance à des entreprises dites technologiques qui proposaient à des patients, en particulier aux États-Unis et en Corée, où les problèmes sont devenus dramatiques du fait de la mort d'un certain nombre de ces personnes. Les exemples sont multiples, bien sûr, et encore plus récemment, l'annonce d'une baisse du taux des vaccinations dans le public, du fait d'informations pseudo-scientifiques erronées sur des dangers de la vaccination. Et cette baisse des vaccinations prend apparemment des proportions inquiétantes. Donc, comment se fait-il que la communication entre science et public au sens large soit quelquefois et même assez souvent problématique? Alors, on peut se demander, ça peut être la faute du chercheur. C'est peut-être que les chercheurs ne font pas assez d'efforts pour faire connaître le résultat de leurs travaux. Et je pense que c'est un peu vrai. Je dirais un peu vrai sans plus, mais il est de fait aussi que la communication, cela s'apprend. Il y a des cours pour ça, il y a des techniques, et ces cours ne sont pas inclus dans le cursus de formation d'un chercheur, comme, si vous voulez, c'est le cas pour la formation d'un enseignant, en tout cas au premier degré. Alors, quelques chercheurs communiquent spontanément, beaucoup, je peux dire même dans le milieu scientifique, même dans des réunions scientifiques entre collègues,
on se dit souvent que nos collègues, nos chercheurs et nos jeunes chercheurs en particulier, devraient apprendre à présenter leur travail de façon claire. Alors, de là à le présenter à un public non professionnel est encore une autre chose. Mais bon, l'un dans l'autre, bon, on a également heureusement des vulgarisateurs au sens noble du terme. Il nous en faudrait plus. Il faudrait cloner des gens comme Axel Kahn pour pouvoir expliquer de façon large. Mais ceci dit, la spécialisation de la science est aussi un obstacle, dans la mesure où il est clair que on ne peut pas, comme au siècle dernier ou avant-dernier, avoir des esprits qui seraient suffisamment larges et suffisamment informés pour pouvoir parler des différents domaines. Et comme quelqu'un a dit une fois, Claude Allègre peut parler des sciences de la Terre et Axel Kahn de génétique, mais il vaut mieux qu'ils n'intervertissent pas leur domaine. C'est en fait une difficulté claire. On pourrait évidemment penser aussi qu'une difficulté est dans le manque les insuffisances de la culture scientifique de base qui est donnée aux citoyens au niveau, disons, au niveau des études moyennes, secondaires, générales. C'est vrai et c'est pas complètement vrai forcément. Je pense que en fait, on peut expliquer les choses de façon claire, et ceci, on peut le faire parce que c'est une autre difficulté qu'on pourrait voir, c'est que la science exigerait, pour être comprise, de longues études et d'apprendre des langages particuliers. Alors c'est vrai de certaines branches de la science, c'est certainement vrai pour la physique actuelle, par exemple, et les sciences qui utilisent un appareillage mathématique important, essentiel. La biologie, les sciences biologiques en général et biomédicales présentent quand même, de ce point de vue, l'intérêt d'utiliser peu, jusqu'à présent en tout cas, le langage mathématique, d'être basé sur des logiques simples que l'on peut communiquer, je pense, si on fait l'effort suffisant, à un public moyennement cultivé. Il faut pour cela d'ailleurs aller contre certains préjugés de la part des... j'ai entendu souvent, plusieurs fois, un journaliste me dire, me poser une question, et dès la première phrase de ma réponse, à dire « Oh là là, mais c'est beaucoup trop compliqué pour nos lecteurs, nos éditeurs ou nos téléspectateurs, parce que je voudrais... » c'est une attitude qui consiste à penser, à sous-estimer le niveau de compréhension qui est assez fréquente dans les gens de nos médias. Ceci dit, alors où sont les vraies difficultés ? Où sont les vraies difficultés ? Une des difficultés est que pour apprécier et comprendre une nouvelle avancée scientifique, l'une des difficultés est que la science est par essence, je dirais, contradictoire. Le consensus dont on nous parle quelquefois, on nous dit, dans d'autres domaines, on nous dit pour le climat, le consensus c'est que, pour, etc. Le consensus n'existe pas au niveau de la science, en tout cas de la science qui est en train de se faire. Il existe pour les données bien établies. Il y a évidemment consensus sur les lois de la chute des corps ou l'évolution darwinienne. Mais une découverte qui est en cours, qui va se faire, qui vient d'être faite, est souvent par nature et par essence contradictoire.
elle va venir contre les données que l'on pense bien établies de la science. Cela va prendre très longtemps, ça va prendre quelquefois plusieurs dizaines d'années pour que tous les avancées de la biologie, les avancées spectaculaires de la biologie ont ainsi pris assez longtemps pour être admises, pour commencer par le milieu scientifique et a fortiori, bien entendu, par la société en général. L'ADN, on sait aujourd'hui, tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est ou croit savoir ce que c'est que l'ADN, c'est rentré dans le langage courant. L'inventeur, disons, le scientifique qui a découvert effectivement et établi de façon tout à fait claire que nos gènes étaient formés par cette molécule d'ADN, il est mort dans les années suivantes sans que cette découverte fondamentale ait été, par exemple, sanctionnée par un prix Nobel, le prix Nobel, par ses statuts ne pouvant être attribués à titre posthume. C'est en fait plus de 10 ans après que, du fait de la découverte de la structure de la molécule proposée par Watson et Crick, et encore quelques années après, que enfin on a entendu parler de l'ADN en dehors d'un petit cercle de généticiens. Et ceci va se produire assez régulièrement. Donc, la nouvelle découverte risque d'être, pendant un temps relativement long, ignorée et ou sous-estimée. D'autre part, l'autre problème que l'on peut rencontrer, que vont rencontrer les gens des médias qui veulent se tenir au courant et expliquer au public de quoi il s'agit, c'est que la science se développe, la recherche se développe sur des temps longs, qu'à un moment donné, on sait que le sujet de travail, le chercheur va soumettre un projet pour avoir un financement en disant que si je réussis dans mon projet, ce dont je suis à peu près certain, évidemment, nous avons une voie d'accès à une thérapeutique de tel ou tel cancer. Dans l'esprit du chercheur, qui est honnête en disant ça, c'est à l'échelle de 10 ans, 15 ans, 20 ans, et pas à l'échelle de 1 an, comme le voudrait le médecin et bien entendu le patient. Des temps longs et des temps en plus des bifurcations inattendues. C'est une expérience que fait régulièrement le chercheur. Il est bien connu pour le chercheur qu'une expérimentation bien faite, bien pensée, bien réalisée donne en général une réponse, mais pas, et souvent, pas à la question qui était posée initialement. On a une réponse à une autre question qui va ouvrir une autre voie, un autre problème, et les choses vont procéder ainsi quelque peu en crabe, en avançant, et on a des exemples célèbres de ces de ces changements inattendus. Un de ceux qui a été très spectaculaire dans la période que j'ai moi-même vécue professionnellement a été la découverte dans un premier temps de virus qui causent de façon très efficace des cancers chez l'animal de laboratoire, virus d'une famille qu'on appelle rétrovirus, je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est des virus très particuliers dans leur fonctionnement. Et en fait, ils sont susceptibles, ils sont très efficaces pour induire toutes les sortes de cancers selon les virus, les carcinomes, lymphomes, etc. Et donc, à la suite de cela, des investissements extrêmement importants ont été faits aux États-Unis et en Europe pour rechercher des virus humains, les virus humains correspondants dont on pensait qu'ils devaient nécessairement exister. Et bien entendu, l'espoir était que si on peut réduire le cancer
les différents cancers à des maladies infectieuses, ouvre la voie à des prophylaxies, ça ouvre la voie à des vaccinations, etc. Des crédits importants ont été investis, très importants ont été investis, en particulier aux États-Unis, pour finalement arriver à rien du tout, puisque on est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas, ou il y a très très peu, de virus, et en particulier de rétrovirus humains, qui soient responsables de cancer. On en connaît un pour un cancer très particulier localisé en Extrême-Orient, et quelques autres virus où la démarche s'est révélée possible, qui ne sont pas des rétrovirus. C'est notamment le cas du cancer du col de l'utérus, pour lequel on arrive maintenant à préparer des vaccinations. Mais dans l'ensemble, un échec apparent. Et puis, on est arrivé là au tournant des années 80, où est apparue une maladie nouvelle, une maladie terrifiante, une maladie hautement infectieuse qui donnait immédiatement une pandémie à l'échelle de la planète, c'est le sida, évidemment. Mais très rapidement, en fait, en l'espace de 2 ans, 3 ans au maximum, ce qui, pour ce genre d'approche, est très rapide, le virus a été identifié comme étant justement un rétrovirus proche dans son fonctionnement de ceux qu'on connaissait chez l'animal. Et en fait, tout l'investissement très spécialisé, très sophistiqué qui avait été fait pour l'analyse de ces virus a permis d'avancer, a servi à faire avancer les travaux sur le sida jusqu'à définir dans un temps qui a été trop long pour le médecin et surtout pour le patient, mais dans un temps qui, à l'échelle de ce genre d'entreprise, était quand même relativement rapide, on est arrivé aux premières thérapies et on pense maintenant en termes de vaccination. Donc, l'investissement dans une direction va se répercuter de façon positive dans une autre direction. Quelquefois, ne va pas se répercuter du tout, d'ailleurs. Et on est face à ce genre d'incertitudes qui rendent la communication particulièrement difficile. Alors, quels peuvent être de quoi a-t-on besoin? On a besoin certainement de journalistes scientifiques spécialisés et on en a d'excellents, mais trop peu, et depuis une date trop récente. Pendant longtemps, en particulier en France, on a été en retard sur les pays anglo-saxons de ce point de vue. Et maintenant, on commence à avoir, au niveau de nos grands journaux, mais de façon encore certainement insuffisante, parce qu'on voudrait avoir des gens, il faut des gens qui soient c'est un métier très difficile, très complexe. Il faut avoir une culture scientifique, il faut être proche du chercheur, bien connaître la recherche, le laboratoire, aller dans les réunions scientifiques. Il faut avoir un réseau, parce que la première chose que doit faire le journaliste, ça va être de prendre contact avec les autres scientifiques du domaine pour connaître leur avis et savoir par recoupement comment situer la nouvelle découverte, ce que les Américains savaient très bien faire, ce qu'on ne sait pas encore très bien faire, parce que sur un avis isolé d'un journaliste, fût-il un journaliste du Monde, on peut avoir des résultats quelquefois curieux. Et donc, cet aspect des choses est en cours de développement, s'est développé d'une façon, je dirais, relativement satisfaisante. D'autres éléments peuvent jouer. Un rôle important peut être joué et est joué par des associations caritatives qui connaissent les domaines scientifiques parce qu'elles les financent en partie, ou les associations de malades, bien entendu.
qui peuvent faire le point et font un travail de vulgarisation au sens noble du terme qui peut être extrêmement utile. Ceci dit, il est évident de nos jours que la principale voie de propagation, ça va être Internet, et que dans ce domaine, comme dans tous les domaines, mais là on est dans des situations qui peuvent être particulièrement graves, Internet, ça sera le pire et le meilleur. Ça peut être le meilleur, des sources d'information. Le scientifique lui-même l'utilise bien entendu de façon absolument continuelle aujourd'hui, mais ça peut être aussi le pire parce que c'est là qu'on voit se propager de façon incontrôlable, et ça c'est le grave problème. Est-ce qu'on arrivera un jour à contrôler la diffusion de l'information sur Internet, parce qu'il y a une source extrêmement inquiétante là de possibilités de toutes sortes, je reviens au début, de charlatanisme, de fausses perceptions des événements avec des réactions incontrôlées du public. Voilà à peu près ce sur quoi je voulais faire le point avec vous. Ça s'éloigne un petit peu des technologies proprement dites, mais là on est l'étape en amont de la technologie, c'est la préparation des technologies de demain. Je vous remercie.